Bonjour à tous et bienvenue sur Wrestling Clinic. Aujourd'hui c'est la WWE dans la nuit des temps. Nous sommes le 2 avril 2019 et nous allons aujourd'hui faire un petit chemin en arrière. Le 2 avril 1989, il y a 30 ans, jour pour jour. Au programme, nous avons WrestleMania 5. Alors WrestleMania 5, nous sommes le 2 avril 1989, nous sommes à Atlantic City au Trump Plaza Hotel. C'est la deuxième année consécutive que WrestleMania se déroule au Trump Plaza Hotel, après WrestleMania 4 qui, à l'issue d'un tournoi dont la finale a été Randy Savage contre Ted DiBiase, a couronné Randy Savage en tant que nouveau champion de la WWE et il restera champion pendant un an jusqu'aujourd'hui, WrestleMania 5. Alors niveau public, on est à 18 946 personnes qui auront généré une billetterie de 1,6 million de dollars et le show a été acheté, si j'en crois mes petites notes, à 767 000 occasions en tant que pay-per-view à l'époque. Alors aujourd'hui au programme des festivités, qu'est-ce qui nous attend? Eh bien on a le clash entre Randy Savage et Hulk Hogan, une grande amitié qui vient à son terme et c'est pour ça que le sous-titre de WrestleMania 5 c'est bien les Mega Powers Explode. Pas besoin d'être bilingue pour comprendre, mais voilà, c'est le gros main event de ce show. On a aussi le premier WrestleMania pour Shawn Michaels qui à l'époque avait seulement 23 ans. On a aussi le Blue Blazer, donc Owen Hart. On a plein de petites choses intéressantes et on va voir en détail comment s'est déroulé ce show menant à ce main event absolument incroyable. Comme d'hab, si vous aimez la review que je vous ai préparée et qu'on va découvrir ensemble, n'hésitez pas à commenter, à partager sur les réseaux sociaux et à vous abonner à la chaîne si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos. Donc sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Le show commence avec l'hymne américain qui est chanté par Rockin' Robin. Honnêtement, c'était un des pires hymnes de WrestleMania, chanté atrocement faux. Et d'ailleurs Ventura, qui est super bon aux commentaires, vraiment génial, a conseillé à haute voix en direct qu'elle se concentre plutôt sur ses activités et son travail habituel, c'est-à-dire un catcheuse tout simplement. Le premier match, c'est King Haku contre Hercule, qui dure seulement 7 minutes. Qu'est-ce que j'ai pris dans mes petites notes? Voilà, c'est un match assez sympa. Hercule, alors Hercule, bon, c'est son nom, mais il est vraiment, franchement, il est vraiment énorme. On a deux gros gars des années 80. Et Hercule remporte le combat avec un backdrop suplex après qu'il ait esquivé un splash de la troisième corde de la part de Haku. Pour ce premier match, petite note, qu'est-ce que j'ai mis? Oui, un point de suture et demi. Alors chez moi, il n'y a pas de quart ou de trois quarts, c'est des notes pleines ou alors des demi-notes. Voilà, on va pas non plus se faire chier. Donc un point de suture et demi pour ce petit match relativement sympa, basique, un bon petit début de show. Après, on a une interview des Rockers, donc Marty Jannetty et Shawn Michaels. Shawn Michaels qui a seulement 23 ans, qui fête son premier WrestleMania en 1989 et qui a une voix dans cette interview assez chelou en fait. Moi je l'ai écouté plusieurs fois, ouais, c'est pas du tout son timbre de voix, c'était assez intéressant. Et ensuite les Rockers, ils ont donc affronté les Twin Towers, Hakim et le Big Boss Man. Alors au début on joue un petit peu au chat et à la souris avec les Rockers qui essayent d'esquiver les gros bourrins qui leur courent après. Le match dure 8 minutes, c'est de nouveau un petit match sans grande prétention, mais il y a deux éléments pour lesquels il faut absolument voir ce match. Le premier, c'est la pire clothesline, je pense, que j'ai... Moi, peut-être la pire clothesline que j'ai vue de ma vie, franchement. Hakim, clothesline, Shawn Michaels, vous pouvez pas imaginer. Je vais essayer de vous retrouver les images. Si je n'y arrive pas, désolé. Si j'arrive, je vous le mets en mini extrait, là, comme ça, quelques secondes dans la vidéo, parce que c'est un truc... On le regarde 1000 fois, on s'en lasse pas. Et la deuxième, c'est un moment où il y a le Big Boss Man qui est au milieu du ring. Shawn Michaels, Marty Jannetty montent tous les deux sur la troisième corde pour faire un double dropkick sur le même mec. Sauf que Marty Jannetty touche le Bossman en premier, le Bossman tombe au sol. Et pendant qu'il tombe, en fait, il y a Shawn Michaels qui arrive sur une cible qui n'est plus là. Donc c'est un truc horrible au niveau de l'atterrissage de tout ce bordel. Bref, mais voilà. Ce petit match sympa, pour ces deux éléments, je lui mets 2 points de suture parce que malgré tout, c'est quelque chose à voir, franchement, croyez-moi. Alors la présence de Hakim lors de ce show, ça me fait penser à mon ami Ishtu, que je salue chaleureusement, que vous avez peut-être déjà vu en remplacement de Philippe Chéreau aux commentaires sur les différentes chaînes du groupe AB. Donc Ishtu, je te salue parce que très souvent il met ce t-shirt. Je crois que la première fois qu'il l'a mis c'était en 2011 déjà, quand on avait fait WrestleMania 27 à Atlanta. Donc voilà un t-shirt que Ishtu affectionne tout particulièrement.
T-shirt qui a été offert par nul autre que notre ami commun Christophe Ajus, qui lui, vous verrez aussi plus tard dans le show, il y a une petite dédicace pour lui, enfin je la fais maintenant, hein, Christophe, je t'embrasse très fort. Lui, Christophe, il affectionne tout particulièrement un t-shirt de Mr. Fuji, et dans ce WrestleMania 5, on a Mr. Fuji qui, de manière très rare, est en action dans le ring plutôt qu'en manager des Powers of Pain. Donc voilà, ce WrestleMania 5, il y a un petit côté, amical / t-shirt, et qui me permet de faire 2 dédicaces à 2 personnes qui me sont très chères depuis, oh la vache, depuis quand je les connais ces deux. Bah une vingtaine d'années en fait déjà, merde. Ensuite on a une interview de Ted DiBiase qui nous remémore un petit peu le fait qu'il est arrivé en finale du tournoi de WrestleMania 4, comme je le disais, pour perdre la finale face à Randy Savage. Et ensuite Ted DiBiase, accompagné de Virgil, son garde du corps de l'époque, affronte Brutus Beefcake dans un match, qu'est-ce que j'ai mis, oui plutôt sympa aussi. 2 points de suture d'un match qui dure 10 minutes, qui se termine malheureusement en double count-out. La foule est super chaude dans ce match, et grâce à ça, plus au très très bon travail de Ted DiBiase, qui est un catcheur exceptionnel, ça compense beaucoup le niveau très 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 moyen de Brutus Beefcake, ce qui nous fait un bon petit paquet comme ça, assez sympa on va dire, pour le 3e match de la soirée. Ensuite on a les fabuleux Rougeaux contre les Bushwhackers. De souvenirs, c'est assez horrible, hein. Le match il dure, combien de temps il dure à peine 5 minutes, même si les Rougeaux sont plutôt efficaces en tant que heal, le truc sert absolument à rien. Et en plus, après avoir revu le ralenti, si je dis pas de bêtises, il me semble que Jacques Rougeau casse le tombé avant le compte de 3, mais c'est pas ça qui compte en fait, parce que le compte de 3 a quand même été fait. Donc 5 minutes d'une belle piscine de chiasse, un petit bassin de chiasse pour commencer, auquel je vais pas mettre de notes, et je vais simplement appeler l'ambulance pour qu'on évacue le truc le plus vite possible. WrestleMania 5, c'est aussi un show pendant lequel on comprend que tous les catcheurs n'ont pas de musique. Par exemple, le match suivant entre le Blue Blazer incarné par Owen Hart, qui vient avec une musique, et Kurt Hennig, eh bien on se rend compte que Kurt Hennig arrive en premier sur le ring sans musique. Kurt Hennig, le père de Curtis Axel et le fils de Larry Hennig, donc est un catcheur 2e génération, face à Owen Hart, le frère de Brett et le fils de Stuart. Donc on a des vrais puristes, on a des catcheurs de très très grande qualité. On s'en rend vraiment compte d'ailleurs par la qualité et la propreté du catch qui est produit pendant les 6 minutes de ce match. 6 minutes qui sont essentiellement le Blue Blazer qui déploie tout son arsenal offensif face à Kurt Hennig, qui gagne en toute fin de match avec la Perfect Plex. J'ai trouvé ça un petit peu étonnant, de la manière dont Perfect a quasiment placé aucun move pendant le match avant qu'il ne termine le combat. Et là on est au mois d'avril, ce qui veut dire que tristement le mois prochain c'est le mois de mai. Et le mois de mai dans la nuit des temps à la WWE, ce sera en 2009 et en 1999. En 1999 c'est Over the Edge, le triste pay-per-view qui a vu le décès d'Owen Hart, qui pour la petite histoire était aussi sous le personnage du Blue Blazer lors de son triste décès. Donc Mr. Perfect qui mange beaucoup dans la face dans ce match. Très clairement jusqu'à présent c'est de loin le meilleur match du pay-per-view. Comme j'ai dit, il n'y a pas de quart de note. S'il y avait des quarts de note, j'aurais peut-être mis 2 et quart, mais comme chez moi c'est du plein ou du demi, on va mettre 2 points de suture et demi à cette bonne surprise avec 2 catcheurs qui cimenteront vraiment une carrière de très haut niveau. Ensuite on a un concert de rap avec Run DMC. Si aujourd'hui je trouve que les concerts c'est toujours une plaie absolue pendant les WrestleMania, eh bien c'était déjà le cas à l'époque en 1989. Ensuite on a la vraie première grosse storyline où on a les démolitions de Axe and Smash contre les Powers of Pain accompagnés du Mr. Fuji dans un match 2 contre 3, donc Powers of Pain avec Mr. Fuji pour les championnats par équipe de la WWE, et cette feud a commencé au Survivor Series 1988. Alors la présence dans le ring de Mr. Fuji est assez inhabituelle pour être soulignée, bien entendu c'est lui qui va perdre le match pour son équipe et couronner les nouveaux champions par équipe, les démolitions. Et cette victoire arrive après un petit rififi à la fin où Mr. Fuji essaye d'envoyer de la poudre dans les yeux d'un des 2 Demolition, mais ça se retourne contre lui et donc il perd le match pour son équipe. Ce qui est très intéressant et étonnant aussi, c'est que comme je l'ai dit, c'est le premier match avec une vraie histoire, une vraie feud qui a construit pendant plusieurs mois, et malgré ça, c'est le match qui pour le moment avait le moins d'ambiance au niveau de la foule, et ça a très clairement impacté négativement le match, et c'est pour ça que le niveau in-ring qui était relativement moyen, plus l'absence de foule, eh bien à ce combat on va lui donner seulement une petite note de 1 point de suture.
Ensuite, on a Dino Bravo contre Ronnie Garvin. Je me souvenais pas à quel point Dino Bravo était, en tout cas dans ce match, mauvais. Ça dure que 4 minutes, c'est Dino Bravo qui gagne, et ouais, de nouveau ambulance, parce que ça sert à rien. C'est le genre de match qui malheureusement ne servent à rien. Et pourtant à l'époque déjà, ils s'étaient mis en tête de vouloir faire un WrestleMania de 4 heures, et ils n'avaient pas un roster suffisamment conséquent pour pouvoir tenir 4 heures de qualité. C'est pour ça qu'on a plein de petits matchs, et vous allez voir qu'à la fin du show, on a une accumulation quand même de matchs trop courts, trop mauvais, qui n'avaient absolument pas leur place lors de ce pay-per-view. Ensuite, on a les Brainbusters, Arn Anderson et Tully Blanchard contre la Strike Force, Rick Martel et Tito Santana. Ce match est remporté par les Brainbusters après que Rick Martel se soit retourné contre son adversaire. Alors il s'est pas vraiment retourné, comme il l'expliquera dans l'interview post-match, mais il a tout simplement quitté le combat. Une fois qu'il a quitté le combat, comment ça se passe? Il y a un Spinebuster de Arn Anderson suivi d'un pile driver, et c'est comme ça qu'il remporte le match. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que même quand Tito Santana était seul dans le ring, en fait, on a vraiment respecté Tito Santana en tant que catcheur. Je m'explique, c'est que d'une part, on n'a pas essayé de faire croire à la foule qu'il allait pouvoir revenir et combattre l'impossible et finalement peut-être essayer de remporter le combat. D'une part, ils n'ont pas fait ce truc assez classique, et d'autre part, ils ont vraiment respecté son niveau de catcheur en gardant Arn Anderson et Tully Blanchard vraiment sur l'offensive pendant encore plusieurs minutes, jusqu'à ce qu'ils arrivent finalement à le battre. Donc voilà, c'est un peu comme un club de D1 qui va pas jouer, qui va pas lever le pied face à un petit club de CFA ou CFA2. Ils ont vraiment tout donné pour s'assurer la victoire, et c'est vraiment ce côté respectueux que j'ai apprécié, parce que malgré sa défaite, eh bien, Tito Santana va sortir grandi. Alors il va pas sortir grandi de la scission de l'équipe, mais en tout cas on va pas le décrédibiliser en le battant comme ça à plat de couture en 30 secondes. Alors Arn Anderson et Tully Blanchard, ils étaient à l'époque connus surtout pour avoir fait partie des Four Horsemen à la WCW, en tout cas à l'époque la NWA, avec Ric Flair. Pourtant ils sont à la WWE, et j'en profite pour faire un petit aparté historique. Lors de WrestleMania 5, initialement, Ted Turner à la NWA avait en idée de mettre Wrestle War, un gros pay-per-view de l'époque, face à face avec WrestleMania 5. Mais c'était trop risqué. Wrestle War, il aura lieu finalement au mois de mai, et lors de WrestleMania 5, face à face, il n'y a pas un pay-per-view, mais c'est un show sur le câble, donc un show gratuit à la télévision. C'est Clash of the Champions numéro 6, lors duquel on a un match Ric Flair contre Steamboat au meilleur des 3 tombées, un match qui dure près d'1 heure, qui sera le deuxième combat d'une des plus grandes feuds, une des plus grandes trilogies de tous les temps, où on aura donc là, en avril, le match entre Steamboat et Flair, qui est le deuxième combat. Donc je disais, avant ça, au mois de février, il y avait eu Chi-Town Rumble, qui était le premier, et ensuite, lors de Wrestle War, on aura le troisième match de cette trilogie. Franchement, si vous n'avez pas vu ces matchs, si vous avez le WWE Network, allez voir de toute urgence les 3 matchs Ric Flair contre Steamboat, vous allez voir que c'est un niveau absolument hallucinant. Donc Chi-Town Rumble numéro 1, Clash of the Champions numéro 6 en deuxième, et ensuite Wrestle War. Donc voilà pour le petit aparté WCW, fédération de laquelle étaient issus à l'époque Arn Anderson et Tully Blanchard. Ensuite, on a le Piper's Pit. Alors, Piper's Pit, c'était 20 minutes absolument horrible. C'était un truc 100% inutile. Au début, il y a Brother Love qui arrive, c'était rigolo, et au bout de 2 minutes, on en a déjà marre. Pour le Piper's Pit, s'il fallait noter cet angle, ambulance de toute urgence pour tous, parce que ouais, c'était une plaie, on va pas en parler. Le seul élément que je mentionnerai par rapport à ce Piper's Pit, c'est que je me souviens, lors de WrestleMania 10, la WWE faisait un petit récap entre tous les matchs d'un événement majeur des WrestleMania précédents. Donc WrestleMania 1, c'était Mr. T, WrestleMania 2, c'était le fait que le show avait eu lieu dans 3 villes différentes, WrestleMania 3, ils ont simplement mentionné le record de foule dans le Pontiac Silverdome, avec les supposés 93 000 personnes, même si le vrai chiffre c'était 78 000 seulement. WrestleMania 4, Randy Savage qui remporte le titre, et pour WrestleMania 5, donc, alors qu'on avait un main event absolument énorme entre Randy Savage et Hulk Hogan, lorsqu'ils ont fait ces petites récaps lors de WrestleMania 10, en fait, l'événement majeur du show, ils ont montré le Piper's Pit avec Roddy Piper qui balance de la poudre d'extincteur
Pourquoi? Eh bien en fait parce que lors de WrestleMania 10, on est en 1994. En 1994, Hulk Hogan et Randy Savage sont déjà partis pour la WCW. Donc forcément, ils ne pouvaient pas mentionner leur nom. C'est pour ça que lors de ce récap WrestleMania 3, ils n'ont pas parlé de Hogan contre le géant, ils ont simplement parlé de la foule. Et pour WrestleMania 5, eh ben, ils ont totalement occulté ce grand main event. Bref, tout ça pour dire que voilà, je me suis souvenu de ça et avec le recul, c'est à ce moment-là que j'ai compris pourquoi ils nous avaient montré cet extrait en particulier de WrestleMania 5. Après, on a une interview de Donald Trump qui avait une crinière assez... pas aussi dramatique qu'aujourd'hui, on va dire, et puis merde quoi, c'était il y a 30 ans, il était encore très très jeune, mais déjà multimillionnaire, presque milliardaire. Donc, et oui, on est au Trump Plaza Hotel, donc on est chez lui dans un de ses hôtels à Atlantic City. Après, on a la rétrospective complète de la feud entre Hulk Hogan et Randy Savage. Grosso modo, Savage était jaloux de Hogan et de Miss Elizabeth qui se rapprochaient, ou en tout cas il trouvait que Hogan se rapprochait trop de sa femme chérie Miss Elizabeth. C'est pour ça qu'il a fait un heel turn, et c'est de là que tout est parti. Après ce récapitulatif, on a une interview de Hogan qui dure presque 4 minutes, interview pendant laquelle, grosso modo, il nous fait la version promo de toute l'histoire de leur feud, et en voyant cette promo, on se rend compte pourquoi Hogan était ce qu'il était à l'époque, parce que, putain, au micro, le mec, il défonçait tout. Aujourd'hui, on n'a plus des gars comme ça qui donnent leur cœur et leur âme devant le micro, franchement, c'est... À voir aussi cette interview, vraiment très bonne. Après, de nouveau, on a un autre match pour lequel, je vous le dis tout de suite, je balance l'ambulance. On a Big John Studd qui est l'arbitre spécial dans un combat entre André le Géant et Jake the Snake Roberts qui dure, j'ai même pas noté tellement j'ai dû m'endormir. André, c'est malheureux à dire, physiquement, ça va pas du tout, il tient à peine debout en tenant les cordes. Donc imaginez, le match va à 2 à l'heure, c'est... En plus, non, je crois que c'était long, ça faisait 9 ou 10 minutes, faudrait que je revérifie. Par contre, le truc sympa, c'est de voir André et ce géant qui court comme un dératé, mais alors aussi rapide que Lio Rush, franchement, au moment où Jake Roberts sort son serpent. On enchaîne direct avec la Hart Foundation contre le Honky Tonk Man et Greg Valentine. Rien de spécial dans ce petit match qui dure 8 minutes et qui se termine sur un coup de Bret Hart qui frappe le Honky Tonk Man avec le mégaphone de Jimmy Hart qu'il a malencontreusement laissé traîner comme ça. Bon boulot de Bret Hart, voilà, rien de particulier. Une chose qui m'a marqué à la fin de ce match, c'est que souvent dans les matchs par équipe de l'époque, les catcheurs arrivent à respecter un timing qui est vraiment militaire, presque miraculeux, d'une intervention 1/10 de seconde trop tard. C'est-à-dire que juste au moment où les mecs ont fait 1, 2 et 3, et bien juste après, très souvent, et bien le catcheur de l'équipe qui vient de perdre arrive, mais 1/10 de seconde trop tard. Et c'est un timing qui se répète, c'est un schéma, ouais, voilà, on peut dire ça, qui se répète très souvent dans les matchs par équipe. Et la manière dont ils étaient capables de maîtriser ce timing, c'est quelque chose qu'on serait bien inspiré aujourd'hui de maîtriser aussi pour pas mal de choses que font les catcheurs dans le ring. Voilà ce que j'avais à dire par rapport à la manière dont on construisait les combats par équipe à l'époque. Ensuite, championnat intercontinental entre Ravishing Rick Rude et l'Ultimate Warrior. La feud a commencé lors d'un pose down pendant le Royal Rumble 89. Donc pose down, on flex les muscles, on essaye de montrer qui est la plus grosse, et c'est lors de ce segment que la feud a commencé, qui amènera jusqu'à ce match pour le championnat intercontinental. Match qui sera perdu par l'Ultimate Warrior en 10 minutes, et là on a vraiment deux grosses stars. On a surtout Rick Rude dont la qualité in-ring est vraiment au-dessus du lot, et pour le moment c'est le meilleur match du show, c'est pour ça que je vais lui mettre 3 points de suture. Franchement on a presque tout, enfin si, on a tout. On a une feud, donc on a une vraie histoire, on a deux bons catcheurs, on a des catcheurs au très bon look, et on a une foule qui est super chaude et qui est extrêmement insatisfaite du finish lorsque Bobby Heenan bloque les pieds de l'Ultimate Warrior pendant le finish qui permet à Rick Rude de partir avec la ceinture de champion intercontinental. Donc voilà, on est dans du bon, et du bon qui annonce encore mieux le main event entre Randy Savage et Hulk Hogan pour le championnat de la WWE, un match qui dure 18 minutes, peut-être pour moi le meilleur match de Hogan dans les années 80, en tout cas c'est un très bon main event, mais avant ça on a juste 4 minutes d'un match ambulance entre Bad News Brown et
Jim Duggan qui se termine en double disqualification où on a à la fin chaise contre son bâton. Bref, on retourne dans ce qu'on avait déjà entamé, c'est-à-dire le main event. Randy Savage qui fait un boulot absolument exceptionnel, un très 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 gros boulot de Randy Savage, c'est pas pour rien que sa carrière était vraiment une carrière illustre. Et Hogan, ouais, comme je disais, très bon Hogan avec la foule qui est méga chaude. Enfin, on est dans un vrai match de WrestleMania et c'est à ce moment-là qu'on comprend vraiment la structure du show. C'est-à-dire qu'on a un énorme main event qui était précédé d'un semi-main event, enfin le match antépénultième entre Rick Rude et l'Ultimate Warrior. Donc voilà, en fait, lors de WrestleMania 5, tout est secondaire à l'époque. Quand on allait voir WrestleMania 5, on allait voir WrestleMania 5 pour aller voir Randy Savage contre Hulk Hogan. Donc Randy Savage perd sa ceinture après 1 an de règne à l'issue d'un match auquel je vais mettre 3 points de suture et demi parce qu'il est très bon et franchement, donc Hogan il vend pendant, allez, on va dire 12 à 15 minutes presque. Pour être tout à fait honnête avec vous, lors de son comeback, il fait juste 2-3 clotheslines, il fait le big boot, la descente de la cuisse et il remporte le match. Donc il vend pendant presque un quart d'heure, on va dire, et il revient pendant 1 minute et gagne le match. S'ils avaient fait quelques petits near fall, franchement ce match, il aurait atteint les 4 étoiles facilement parce que la foule était surexcitée. Et même si je trouve que le booking du match est trop simpliste, c'est-à-dire le comeback de Hogan est extrêmement rapide, ça n'empêche pas que lorsqu'il arrive à river les épaules de Randy Savage au tapis pour le compte de 3, la foule explose de joie, éruption de bonheur dans toute la salle devant plus de 18 000 personnes. Bref, un succès absolu pour clôturer ce show. C'était une époque différente, les shows et les matchs étaient bookés d'une manière différente et force est de constater que vu la réaction de la foule, ça suffisait parce qu'ils ont eu ce qu'ils attendaient. À l'issue d'un show qui était, je vais le dire honnêtement, mauvais, on a 3 choses qu'on peut retenir dans ce pay-per-view. C'est le Blue Blazer contre Kurt Hennig, enfin en positif. Le négatif, à la limite, on s'en fout maintenant, on a vu les notes et les ambulances. Blue Blazer contre Kurt Hennig, on a, ici quand même, les clotheslines et l'espèce de botch dans le match de Shawn Michaels et Marty Jannetty. On a le match pour le championnat intercontinental entre Rick Rude et Ultimate Warrior qui est un bon match de vraies grosses stars de l'époque. Et on a le main event qui est un main event historique. Et pour la note finale de WrestleMania 5 aujourd'hui, le 2 avril, dans la WWE, dans la nuit des temps, eh bien je vais lui mettre une note de 2 points de suture. Un show pour une grande partie mauvais, mais qui malgré tout a été relativement bien compensé par ce qu'on attendait essentiellement de ce show, c'est-à-dire le main event. Voilà les amis, c'est fini pour ce 2e épisode de la WWE dans la nuit des temps. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, je vous donne rendez-vous dans quelques jours, vous allez voir, pour le prochain opus de cette grande série que je vais maintenir sur la chaîne spécialement pour vous. Allez, d'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pas grand-chose, si ce n'est regarder du catch 24 heures sur 24. Bye bye.